Moi, je voudrais revenir sur un point qui est là. Vous avez parlé à un moment des clés de la complexité. Les principes clés. Les principes clés. Et c'est ce qui m'interroge, c'est l'ordre dans lequel vous les mettez. Les deux premiers, je suis d'accord. Par contre, moi, je vois assez volontiers le troisième à la fin, l'auto-organisation. Oui, non, mais ça me gênerait. Je ne les ai pas forcément mis dans un ordre pourquoi significatif. Il y a une chose, vous avez évoqué un peu, mais je pense qu'il va plus loin que vous avez évoqué, c'est le Bitcoin et les blockchains qui sont derrière. Et l'élément nouveau, je ne suis pas sûr que ce soit le dernier, il y en aura d'autres qui arrivent, qui est Ethereum. Ethereum, qui est une version beaucoup plus aboutie des échanges entre les hommes, mais en fait le principe il est où? C'est dans tout ce qu'on a maintenant sur Internet, on a un principe centralisateur d'Internet qui nous centralise sur les grandes plateformes qui sont les GAFA, qui sont Google, qui sont Apple, Facebook, Amazon, quelques autres, mais essentiellement ceux-là. On pourrait rajouter Microsoft ou Alibaba qui va peut-être s'imposer demain. Et ce qu'on voit émerger, je pense, qui sera la réalité de demain, c'est les plateformes complètement décentralisées où l'homme n'intervient quasiment plus. C'est les cryptographes qui vont dicter les choses. Peut-être technique, je sais pas, mais cet élément-là nous met l'auto-organisation à la fin. J'ai bien aimé l'intermédiaire, parce qu'effectivement c'est ça. Et je pense que le chaînon manquant, enfin moi je l'ai découvert là, le chaînon manquant. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Dans l'auto-organisation, oui, on m'a posé la question à la pause, qu'est-ce que vous aviez prévu il y a 20 ans et qui s'est réalisé? J'en ai, est-ce que vous êtes un bon prospectiviste? Et d'abord, j'ai commencé par dire, effectivement, à 20 ans, je fais moins de prospective qu'aujourd'hui. Puis j'ai réfléchi, non, je suis trop dur avec moi. En fait, il y a 20 ans, j'ai prévu pas mal de choses. Et essentiellement, justement, que l'auto-organisation allait s'appliquer dans la société, dans les entreprises. Pourquoi? J'ai eu la chance d'avoir des dizaines d'heures de discussion avec Ilya Prigogine, mais aussi avec des grands physiciens quantiques, dont Bernard Despagna, pour ceux qui le connaissent, qui est mort il y a quelques jours. Et donc tous ces gens-là, j'ai discuté avec eux et ces idées, avec un petit groupe de chefs d'entreprise qui étaient un peu pionniers à l'époque, on avait l'impression d'être quand même très seuls dans la société. Et aujourd'hui, on voit ces idées s'appliquer de façon massive. Par exemple, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les révolutions arabes, avec tous leurs défauts aussi, parce que récupéré par les militaires et les islamiques, mais c'est aussi un exemple magnifique d'auto-organisation. C'est-à-dire qu'un type se suicide par le feu dans une ville inconnue, un type complètement inconnu, et puis 2 ans après, vous n'avez plus Moubarak, vous n'avez plus Saleh au Yémen, vous n'avez plus Ben Ali, vous n'avez plus Kadhafi. C'est quand même... pourquoi? Parce que ces régimes étaient tous vermoulus, donc instables. Donc dit effet papillon, le type se suicide, et puis vous avez des révoltes qui s'auto-organisent, vous voyez, et ça a beaucoup déstabilisé les gens parce qu'on ne pouvait pas tuer une révolte classique, on tue les leaders, mais on ne peut pas tuer les leaders, il n'y en a pas. Vous voyez, et donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait, j'allais dire, caractéristique du monde d'aujourd'hui et qui avait été prévu par un certain nombre de gens, effectivement, c'est pour ça que vous dites que c'est un chaînon manquant, qui a été prévu par un certain nombre de gens réfléchissant sur la théorie. Et ça me paraît très intéressant de voir qu'aujourd'hui, effectivement, on s'applique beaucoup plus largement des idées qui étaient des idées qui paraissaient théoriques dans le passé. En tant que grand-mère, est-ce que je peux vous poser cette question? Est-ce que l'enseignement français est adapté à cette révolution pour nos petits-enfants? Je crois que tout le monde connaît la réponse. Le problème, si vous voulez, c'est que il est très difficile de changer un paquebot. La direction d'un paquebot, pour le changer, il faut des kilomètres. Et l'éducation nationale est un très gros paquebot. Et donc, évidemment, récemment, François Hollande est allé visiter une école qui s'appelle l'école 42. Et c'est marrant parce que dans la conclusion de mon livre, pour ceux qui liront la conclusion, je parle à la fois de l'école 42 et d'un certain nombre de mesures lancées par François Hollande. Et je disais, voyez, si François Hollande annonçait, ce qu'il n'a pas fait évidemment, beaucoup d'écoles comme l'école 42, ce serait une révolution, mais dès demain, il serait massacré par tous les syndicats de professeurs et d'autres. Pourquoi? Qu'est-ce que fait l'école 42? L'école 42 est une école sans diplôme, sans professeur et sans programme. C'est une école créée par qui? Par Xavier Niel, justement, qui a investi 50 millions d'euros de sa poche pour faire une école privée entièrement financée pour 1000 élèves. Et les gens se bousculent pour y rentrer. Et donc, comment ça marche? Eh bien, les gens, ils ont des tuteurs. En fait, l'idée, c'est de créer des gens qui soient capables d'être créatifs dans le monde de demain. Et donc, pour cela, justement, le directeur de l'école est assez méchant avec le système français en disant qu'en fait, le système français est très adapté aux grands trucs, si vous voulez, qui sont les grands systèmes
faire Airbus, fusée Ariane, TGV, etc. Mais il n'est pas du tout adapté justement à créer susciter de la créativité chez les gens. Et donc c'est pour ça que des tentatives comme l'école 42 sont, à mon avis, des choses très intéressantes. Vous voyez. Mais évidemment qu'il y a beaucoup d'efforts à faire encore pour adapter l'éducation, c'est sûr. Oui, alors, deux choses. La première, c'est que, si je peux me permettre une petite critique, vous n'avez probablement pas assez insisté sur la porosité, notamment de l'immigration, qui est quelque chose qui nous attend et qui va devenir indéniable. Ah oui, on ne pourra pas éviter. C'est massif. Et donc, je crois que ça va changer le monde aussi. Et le métissage dont parlait Jean-Claude Guilbeault, ici même au CERA, il y a quelques années, est en marche. Est-ce qu'on a tiré les conclusions de cette évolution, si vous voulez, hein. La deuxième chose, c'est que on a un peu tendance en France à redécouvrir des choses comme l'école 42. Moi, quand j'étais gamin, il existait l'école Fresnel. Sauf que l'école Fresnel, on l'a pas mise en place suffisamment et on a déjà les bonnes recettes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut absolument les mettre en place et pas les freiner et pas les arrêter. Oui, ce que vous dites me fait penser à deux choses. D'abord, effectivement, je pars d'un modèle de spirale. C'est-à-dire qu'on retrouve à une autre altitude, de façon dans un contexte différent, des choses que l'on savait avant. Vous voyez, par exemple, l'histoire de Gunther Pauli, c'est retrouver du bon sens et des pratiques paysannes, mais les retrouver avec une technologie et des méthodes qui sont quand même d'un autre niveau. Donc, vous voyez ce que je veux dire par une spirale. Si vous projetez en deux dimensions, vous êtes au même point. Parce que vous êtes là, et puis après, et vous êtes là, et en deux dimensions, c'est le même point. Sauf que vous êtes à une autre altitude. Donc beaucoup des choses dont j'ai dites, en fait, ont des racines dans le passé. Mais elles se retrouvent à une autre altitude, de façon différente. Effectivement, c'est un reproche que, par exemple, André Comte-Sponville m'a fait dans le fameux débat public dont je parlais. Il m'a dit, mais Jean, tu pars de passage de l'avoir à l'être, mais enfin, toutes les civilisations ont enseigné que l'être, c'est mieux que l'avoir. J'ai dit, ouais, d'accord, mais enfin, on l'a quand même oublié pendant un certain temps. Donc, faut voir par rapport à notre civilisation ce que ça signifie. C'est effectivement que nous sommes passés par une phase d'avoir tout à fait compréhensible, d'ailleurs, parce que, bon, après la guerre, après tout ça, on a une stade où exister, c'était consommé, c'était possédé. Oui. Donc c'est pareil pour l'éducation, c'est pareil pour plein de choses. Maintenant, votre autre question, oui, une chose qui risque de radicalement changer, mais c'est pas, ça a déjà existé dans le passé, je veux dire, bon, mais dans le passé, il y avait une autre échelle qui était quand même beaucoup plus petite. Mais regardez, par exemple, toute la côte de la Turquie, c'était la Grèce antique, par exemple. Aujourd'hui, ça fait des siècles que c'est une civilisation musulmane. Bon, il y a quand même eu des changements importants géographiques dans les terres qui nous entourent. Par exemple, quand on parle de l'Asie mineure, c'est un cas d'école, puisque c'est le cas où est née quasiment la civilisation grecque, et ça fait quand même ça fait 1000 ans qui sont une civilisation musulmane et plus du tout grecque. Mais c'est vrai que des changements très importants peuvent arriver parce que, je l'ai dit très brièvement tout à l'heure, mais j'ai dit la postmodernité sera la disparition de toutes les frontières, qu'on le veuille ou non. Donc on peut toujours essayer de bâtir des frontières, mais après la pression, vous savez, on fait des murs, mais la pression de l'eau sur les murs l'emporte toujours. Donc voilà, donc effectivement oui, et ça va poser des problèmes importants. On ne peut pas prédire, encore une fois, moi je suis quelqu'un qui prédit des grandes tendances, mais je ne donne pas des détails précis parce que je pense que personne ne peut le savoir, mais il peut y avoir des très grands troubles, il peut y avoir des volontés évidemment de couper le monde, de bâtir des murs, etc. Pour donner un exemple, un de mes amis qui est un grand chef d'entreprise marocain a déménagé au Québec, et c'est pas facile de vivre au Québec pour un Marocain parce que la différence température est de 50 degrés à peu près en moyenne, ou 40 degrés, mais parce que c'est plus facile pour lui que ses enfants d'obtenir une nationalité canadienne que française, et il pense que dans le monde de demain on pourra plus voyager en étant marocain. Donc il veut que ses enfants aient des passeports canadiens parce qu'il prévoit justement une réaction où le monde sera coupé en deux. Et donc il est allé déménager exprès pour que ses enfants aient un passeport canadien. Donc il y a des gens qui pensent, et c'est un des principaux, enfin c'est un des types les plus avancés au Maroc comme visionnaire. Donc c'est pour vous dire que c'est un enjeu très... Alors on ne sait pas ce qui va se passer, mais il y aura des tentatives de blocage, ces tentatives seront défoncées par des masses de gens qui déferlent comme on voit là, puis il y aura d'autres tentatives de blocage plus violentes, puis vous voyez, voilà. Mais c'est évidemment un des grands enjeux du XXIe
XXIe siècle, ça va de soi. Parce que vous ne pouvez pas avoir un monde, si vous voulez, où vous avez des milliards de gens très très pauvres et puis des milliards de gens riches à côté. C'est mathématique. Un complément par rapport à ce qui était dit sur l'éducation nationale, milieu que je connais d'assez bien et d'assez près. C'est vrai que c'est un milieu organisé, structuré. Ceci étant, l'auto-organisation existe aussi dans l'éducation nationale. Et elle n'est pas très développée parce que les contraintes structurelles de notre pays font que... Et j'en viens à ma question. Les contraintes structurelles, elles viennent de la société et des politiques. Quel peut être le rôle des politiques pour favoriser le développement de cet avenir? Ben déjà, il faudrait que les politiques, un, le comprennent, et deux, en aient la volonté, si vous voulez. Je pense, à tort peut-être, mais que les politiques sont moins armés que les chefs d'entreprise pour comprendre les révolutions en cours. Pourquoi? Parce que les politiques font face à des problèmes comme ceux de leur réélection. Donc leur problème principal, c'est d'avoir 51% des voix aux prochaines élections. Un chef d'entreprise, lui, ben, il a son compte d'exploitation, il a son chiffre d'affaires, il voit bien si ça passe ou si ça passe pas. Donc malheureusement, je pense que les politiques, j'en connais un certain nombre, peut-être pas beaucoup, et je connais un plus grand nombre de chefs d'entreprise. Il me semble que les entreprises sont mieux armées que les politiques. Alors déjà, il faut que les politiques comprennent déjà le mouvement et ensuite, ils aient la nécessité, une fois qu'ils aient compris, qu'ils aient la volonté, la nécessité de suivre ce mouvement. Parce qu'ils peuvent dire, oui, il y a un mouvement, mais vous savez, moi, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est quand même d'être réélu et ça, voilà. Et on n'est pas réélu forcément en disant la vérité aux gens, surtout dans un pays comme le nôtre. Donc ça, c'est un autre problème aussi. Est-ce qu'il faut systématiquement, voilà, c'est pour ça que je veux dire, je suis pas forcément. Il y a des grandes capacités en France, il y a des grandes possibilités, il y a un génie français spécifique, c'est évident, mais il y a aussi des cas de blocage et de volonté de ne pas regarder la réalité en face. Donc je pense que malheureusement. La classe politique actuelle, je ne sais plus qui disait, nous avons des politiciens ordinaires face à des problèmes extraordinaires. Donc c'est un problème. Il vaudrait mieux avoir des politiciens extraordinaires qu'on a des problèmes extraordinaires. Mais c'est un problème, oui. Je n'ai pas de solution, malheureusement. Oui, vous parlez des politiques, mais moi je perçois aussi une certaine inertie même dans l'entreprise, parce que vous dites et quand en fait on a quand même des hyper-cartésiens, on a des structures de type RH un peu sclérosées et donc cette prise de conscience n'est pas si évidente dans l'entreprise. J'en veux pour preuve que Edgar Morin dit des choses sur la complexité depuis des années et que ça n'a pas vraiment été pris en compte dans les entreprises, quoi. Donc, est-ce que les entreprises sont aussi réactives en fait qu'il faudrait? J'ai dit qu'elles sont mieux armées que les politiques. J'ai pas dit qu'elles étaient idéalement réactives, mais j'ai dit qu'elles me semblaient mieux armées que les politiques pour prendre en compte cette révolution. Maintenant, ça ne concerne évidemment qu'une fraction des entreprises et des chefs d'entreprise. Mais il y a quand même des exemples. Alors, j'ai pas ici, c'était pas le but, on n'avait pas le temps, mais il y a des exemples remarquables, y compris pas loin d'ici. Chronoflex à Nantes, Poult, les biscuits Poult dans le Val-de-Loire. Enfin, il y a des exemples d'entreprises qui ont mis en place ces processus d'intelligence collective et qui sont des exemples dont on peut être fier. Maintenant, c'est effectivement des cas qui ne sont pas majoritaires en France, mais ça existe quand même. Alors, bon, maintenant, le problème effectivement du cartésianisme, c'est un problème très spécifique, j'ai déjà mentionné tout à l'heure, c'est que la France est vraiment très forte pour les grands projets et c'est ça qui a fait notre force, hein, c'était depuis Louis XIV en fait, hein, depuis le colbertisme. Regardez quand Louis XIV a créé les grandes tapisseries, les grands trucs comme ça, les chantiers navals, enfin tous ces trucs-là. C'était une rationalisation qui a accompagné le monde moderne. La France était, avec l'Angleterre et ses fameuses machines à vapeur, à des piliers justement de la construction d'un nouveau monde. Et c'est pas facile après de se réformer, vous voyez. C'est peut-être pour ça que, par exemple, aujourd'hui, c'est à la fois les pays du nord de l'Europe qui n'ont pas la même histoire que nous, et bien sûr les États-Unis qui sont aujourd'hui les plus flexibles sur les
nouvelles technologies, mais demain, ce sera peut-être l'Asie, etc. Alors, c'est pour ça, à mon avis, qu'il faut qu'on redouble d'efforts. C'est pour ça que je parlais d'école 42. Bon, monsieur disait qu'il y a de... Oui, bien sûr, il y a aussi l'autorisation dans l'élection nationale. Je parlais avec un professeur qu'ils ont une liberté, par exemple, pour enseigner, mais c'est une demi-heure par semaine, vous voyez, donc c'est pas mal, mais c'est déjà, ils font ce qu'ils veulent pendant une demi-heure par semaine. Je parle pour un cours de philosophie, mais bon, c'est pas non plus, oui. Donc, bon, il y a du jeu dans le système, mais le jeu est peut-être un peu trop limité, et donc, effectivement, dans l'entreprise, je pense qu'on peut faire évoluer les choses peut-être un peu plus facilement, mais bien sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer. Dans tout ce que vous présentez, à chaque fois vous dites qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a aussi beaucoup de risques. Bien sûr. Et entre autres beaucoup de risques liés à l'éthique. Et vous mettez aussi beaucoup l'État devant au pied du mur, en quelque sorte, en disant qu'il n'a pas forcément ce rôle à jouer. Mais est-ce que l'État ne serait pas le meilleur garant possible sur toutes les problématiques d'éthique et ne serait pas un bon rempart finalement face aux risques que vous présentez, notamment dans l'auto-organisation qui, si les règles sont bonnes, ça peut construire des choses magnifiques comme les termitières, si les règles sont mauvaises, ça peut complètement s'écrouler. Oui, alors le rôle de l'État au XXIe siècle, à mon avis, est un des plus grands chantiers intellectuels qui soit devant nous. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est-à-dire que regardez ce qui s'est passé, par exemple, en 2008. Les Américains ont nationalisé, eux qui sont le chantre du libéralisme absolu, ont nationalisé General Motors, Chrysler, etc., enfin toute la grande boîte automobile qui était en faillite. Ce qui montre bien que, pareil pour les banques d'ailleurs, que l'État, on a besoin de l'État quand on a un défaut du système de libre marché. C'est évident. D'un autre côté, les États sont affaiblis à la fois par le secours qu'ils ont donné et à la fois par la tendance lourde que j'ai expliquée tout à l'heure, qui est la réduction de leur base de financement par rapport à toutes les activités offshore et internationales et sous le comptoir, comme on dit, qui sont en train de se développer au noir ou ailleurs avec toutes les nouvelles technologies. Donc il y a un problème également de financement des États. Maintenant, oui, le rôle de l'État est très important, mais lequel? Par exemple, je pense que certaines choses ne devraient jamais être privatisées. Par exemple, le nucléaire. Une partie de l'énergie aussi, alors que je suis pour le libre marché. La privatisation de l'énergie électrique en Californie est une catastrophe qui a été analysée par même des prix Nobel d'économie comme Joseph Stiglitz. Nous, en France, on a évidemment les dérives fortes qui sont bien connues de EDF, critiquées par la Cour des comptes à chaque fois, avec les milliards qui partent dans la poche de vous savez qui via les comités d'entreprise. Enfin bon, peu importe, mais quand même, quand un tiers du réseau français a été mis par terre par la grande tempête de 99, on a vu un travail incroyable avec des gens qui revenaient de la retraite bénévolement pour redresser les réseaux. À mon avis, on aurait rarement vu ça aux États-Unis, ou du moins pas aussi bien. Donc, sur les transports, la libéralisation des transports par avion est présentée comme le plus grand succès du libéralisme. Et effectivement, un des arguments qui était très fort, c'est que le libéralisme profite d'abord aux pauvres, aux plus pauvres d'entre nous. Pourquoi? Parce que les gens riches, ils ont l'argent pour prendre l'avion. Avant, ils étaient seuls à pouvoir prendre l'avion. Il fallait dépenser 10 mois de salaire pour avoir d'un ouvrier pour prendre l'avion aux États-Unis. Aujourd'hui, n'importe quel étudiant, quelqu'un comme vous, peut aller aux États-Unis en trouvant des billets pas chers. Donc la libéralisation a profité aux pauvres. Et c'est vrai. D'un autre côté, toutes les compagnies américaines ont été placées sous le Chapter 11 de la loi des faillites. Et le directeur d'American Airlines, une grande compagnie américaine première mondiale que je cite, dit qu'il ne faut évidemment pas revenir au système ultra régulé d'avant la libéralisation, mais qu'un rôle quelconque de l'État est nécessaire également pour éviter les faillites récurrentes des compagnies aériennes. Donc pour les compagnies aériennes, pour l'énergie, pour le nucléaire, etc., il y a un rôle de l'État. Et à la fois, l'État est trop intervenu dans d'autres domaines, donc il faut réduire le rôle de l'État dans certains domaines, l'augmenter dans d'autres. Vous voyez, donc c'est vraiment une espèce de peaufinement du rôle de l'État en dehors de toute idéologie qu'il faudrait arriver à faire et qui est très complexe. Donc la réflexion sur le rôle de l'État, c'est un des grands chantiers du XXIe siècle, vraiment. Vous avez beaucoup parlé de la physique quantique en l'effleurant simplement. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots et nous donner quelques exemples concrets, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je pourrais même vous présenter des vidéos si on avait le temps, mais en fait, les deux choses les plus importantes dans la physique quantique, c'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule et la non-séparabilité. La dualité onde-corpuscule, pour faire simple, ça veut dire que tous les fondements des objets
solides ne sont pas des objets solides. C'est-à-dire que tout ce qui nous constitue, quand vous tapez sur cette table, elle est dure. Et pourtant, quand vous analysez les fondements de cette table, vous avez donc des alliages, dans les alliages des molécules, dans les molécules des atomes, dans les atomes, vous avez des particules élémentaires. Et toutes ces particules élémentaires se comportent en fait dans l'état normal comme des ondes. C'est-à-dire qu'elles peuvent par exemple passer par deux fentes en même temps, alors qu'un grain de sable, même très petit, ne passera jamais par deux fenêtres en même temps, voyez-vous. Tandis que les particules élémentaires qui constituent tous les objets, y compris les objets solides, c'est-à-dire je ne parle pas des photons, particules de lumière, mais des protons et des neutrons, eh ben, vont tous passer par deux fentes en même temps. Évidemment, ils ne passent pas en tant qu'objet matériel, ils passent en tant qu'onde, comme une vague, voyez-vous, comme une onde radio. Seulement quand vous tapez sur la table, elle est dure. Pourquoi elle est dure? Parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes. C'est-à-dire que cette onde, qui est en fait étendue sur tout l'espace, poum, elle devient un petit point matériel. Imaginez, c'est une image, une chauve-souris, vous ne la verrez jamais voler, parce que dès que vous l'éclairez, elle s'arrête. Vous voyez, poum, vous la voyez comme une souris, elle est en train de marcher. Et dès qu'on éteint, elle vole. Donc vous ne verrez jamais la chauve-souris voler, puisque dès que vous l'éclairez, dès que vous la voyez, elle s'arrête instantanément avant que vous ayez pu la voir voler. Comment vous saurez que la chauve-souris vole? Eh bien, vous verrez qu'elle est là, et l'instant d'après, elle est là. Et vous calculerez qu'elle n'a pas eu le temps de descendre de la table pour aller là. Donc elle a dû voler. Ben, c'est comme ça qu'on sait que les particules, en fait, quand on ne les observe pas, quand on ne les regarde pas, quand on n'interagit pas avec elles, sont des ondes pures. Comme la chauve-souris, elles volent. Sauf que quand on les regarde, c'est des points matériels. Donc d'une certaine façon, c'est l'observateur qui définit la réalité autour de nous. Pas la totalité de la réalité, mais comme un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est pas une illusion, vous êtes d'accord? Ça dépend de la loi de réfraction des lumières dans l'air, de la présence de gouttes d'eau, etc. Mais ça n'aurait pas de sens de parler de la vitesse et la position d'un arc-en-ciel, puisque la vitesse et la position d'un arc-en-ciel dépendent de votre position et de votre vitesse. Et bien, tenez-vous bien, c'est pareil pour tout ce qui constitue la réalité. Les particules élémentaires sont comme des arcs-en-ciel. Ça n'a pas de sens de parler de leur position et de leur vitesse telle que c'est la position et la vitesse que vous observez. C'est la propriété que vous observez. Donc ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée, qui est tout aussi importante au plan philosophique, c'est ce qu'on appelle l'intrication, un mot barbare, qui vient d'une traduction de l'anglais entanglement, qui veut dire que les choses sont en fait intriquées, liées l'une à l'autre. Ça veut dire que quand vous prenez deux particules élémentaires et que dans une certaine condition, vous les avez intriquées, ça vous avez créé un lien entre elles, ces deux particules, même à deux bouts de la galaxie, si vous agissez sur l'une, ça va instantanément se reporter sur l'autre. En d'autres termes, les deux particules font partie d'une seule et même réalité au-delà de l'espace et du temps. Donc ça remet en cause la séparabilité, l'idée que vous pouvez penser la réalité comme constituée d'objets séparés. Vous voyez, c'est le cartésianisme qui vous dit vous coupez le réel en tranches, vous arrivez à couper un problème en sous-problème, un problème en sous-sous-sous-sous-sous-problème, et quand vous êtes arrivé au niveau de chaque sous-sous-sous-sous-sous-problème, vous résolvez le problème. C'est l'idée de couper le réel en tranches, vous voyez, par la pensée. Et bien là, c'est pas possible, parce qu'au niveau le plus bas du réel, vous avez une particule et une autre, et bien elles sont pas séparables par la pensée. Tout ce qui arrive à l'une agit sur l'autre, et on appelle ça justement la non-séparabilité, ce qui est un terme plus pratique que entanglement ou intrication. Donc la non-séparabilité et la dualité onde-corpuscule, le caractère non matériel de la matière, des fondements de la matière, c'est ça l'importance de la physique quantique. Et des grands dirigeants de la nouvelle économie ont lancé récemment une alerte sur l'intelligence artificielle militaire, les armes autonomes et les robots tueurs. Très bonne question. À quelle échéance imaginez-vous ce problème et ont-ils la moindre chance d'être entendus? Très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée parce que c'est un des trucs parmi d'autres. Il y en a beaucoup que j'ai enlevé de mon topo mais dont je parle dans mon livre parce qu'en 1h30 je ne pouvais pas vous parler de tout. Et donc dans mon topo au chapitre 1, je dis que le chapitre 1 où je parle de tout ce que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les puces RFID, c'est la révolution fulgurante, les imprimantes 3D, il y a aussi un sous-chapitre là-dessus. Et en relisant le chapitre, j'ai eu peur moi-même. J'ai eu peur moi-même parce que qu'est-ce que dit ce chapitre? Il est inspiré d'un livre d'un type qui s'appelle Nick Bostrom et en fait c'est un livre sur la super-intelligence. Et l'idée de ce livre, c'est que si un jour on peut faire une intelligence artificielle, ce on ne sait pas, mais on pense, il y a des gens qui pensent qu'on peut y arriver, une intelligence artificielle qui sera équivalente à un être humain, qui aura toutes les qualités d'un être humain. Il est évident que cette intelligence artificielle aura entre autres comme
capacité de construire une intelligence artificielle, puisque nous, on a la capacité. Donc, elle va en permanence s'auto-améliorer. Et si elle s'auto-améliore en permanence, alors là aussi, il y a un pas à franchir. Peut-être que ce ne sera pas le cas. Mais parce que nous-mêmes, on est limité aussi en consommant l'intelligence artificielle. Mais peut-être cette intelligence artificielle, en s'auto-améliorant, va construire une intelligence artificielle qui sera tellement supérieure à nous que nous serons comme des souris par rapport à elle. Et si on est comme des souris par rapport à elle, elle nous traitera comme des souris. Alors dans ce livre, il y a un passage assez incroyable où ils réfléchissent sur qu'est-ce que serait cette intelligence artificielle. Elle serait emprisonnée. Emprisonnée, ça veut dire être dans un ordinateur de la DARPA. Si vous ne savez pas ce que c'est que DARPA, allez sur Internet, vous verrez DARPA, c'est le centre le plus secret de recherche de l'armée américaine. Ou alors éventuellement Google qui investit beaucoup également en intelligence artificielle. Elle sera donc sur un super ordinateur pas lié à Internet. L'idée, c'est ça. Qu'est-ce que voudra cette super intelligence? Il dit dans le livre, imaginez que vous vous réveillez en prison, gardé par des souris. Vous ne pourrez jamais supporter d'être prisonnier de simples souris. Donc vous allez leur promettre la meilleure recette du cake au fromage. Si ça ne marche pas, vous leur promettrez de transformer tous leurs déchets en cake au fromage. Si ça ne marche pas, vous leur promettrez la recette pour tuer tous les chats. Si ça ne marche pas, vous leur promettrez la recette pour vivre aussi longtemps que vous, c'est-à-dire 20 fois plus qu'une souris. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et un jour, les souris vont vous libérer. C'est forcé, vous êtes beaucoup plus intelligent. Et ce jour-là, est-ce que vous allez faire tout ce que vous avez promis pour les souris? Non. Vous ferez ce qui vous intéresse, votre vie à vous. Donc il dit l'équivalent appliquer mon histoire de souris à l'intelligence artificielle. Elle sera prisonnière dans un ordinateur, elle fera en sorte de se faire libérer. Pour elle, se faire libérer, c'est aller dans le cloud, faire des copies cachées d'elle-même partout, de fait que plus aucun être humain ne pourra appuyer sur le bouton off. L'intelligence artificielle deviendra indépendante de nous. Et en quelques heures, elle prendra le contrôle de toute la planète. C'est automatique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons déjà des gens qui piratent le Pentagone, qui piratent ça, mais un tout petit peu. Mais imaginez un truc 1000 fois plus intelligent que nous, avec 1000 fois plus de capacité intellectuelle. En quelques heures, il prendra le contrôle de toutes les centrales nucléaires de toute la planète. Et qu'est-ce qu'il fera après? Oh, il ne va pas nous tuer, non. Il va nous réorganiser. Comme dit ce livre dans une phrase terrible, cette intelligence artificielle aura sans doute d'autres projets pour les atomes qui composent notre corps. Et oui, on peut imaginer des micro-robots créés par elle qui vont complètement disséquer nos corps, prendre tous les atomes et organiser ça de façon beaucoup plus rentable pour l'intelligence artificielle, parce que tous ces êtres basés sur du carbone, c'est un gâchis incroyable. Il faut faire des êtres basés sur du silicium et tous ces atomes sont perdus et c'est ridicule, etc., etc. Dans un film de science-fiction, et la science-fiction est un très bon indicateur, il y a un film Star Trek, de Star Trek 1, on envoie une intelligence artificielle se renseigner sur tout l'univers, et quand elle revient sur Terre, en fait, au début c'était un tout petit vaisseau et puis elle revient sur un truc gigantesque et en fait elle veut rencontrer son créateur et elle ne peut pas croire que ce qu'elle appelle l'infection carbonée, c'est-à-dire les êtres humains, une infection de carbone à la surface de la planète, soit son créateur évidemment, puisqu'elle est un être en silicium. Donc vous avez des trucs comme ça. Donc l'idée de tous ces gens-là, et il y a Bill Gates qui a signé ça, il y a Elon Musk, il y a Stephen Hawking, enfin tous les plus grands, on dit attention, l'intelligence artificielle c'est 100 fois plus dangereux que le réchauffement climatique, c'est 100 fois plus dangereux que tout ce que vous pouvez imaginer, que la bombe atomique, etc. Parce que le jour où elle existe, d'abord, si c'est possible, on va le faire. Parce que si on ne le fait pas, c'est comme la bombe atomique, on va dire les autres vont le faire. Donc si c'est possible, on va le faire. Parce que justement, on va dire on ne peut pas ne pas le faire parce qu'on ne peut pas ne pas faire la bombe atomique, sinon les Russes vont l'avoir, ou l'État islamique, ou etc., etc. Donc on va le faire. Et si on le fait, on n'aura pas de deuxième chance. Parce que le jour où ça existera, c'est la fin de l'espèce humaine, instantanément, terminé. Game over, fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun espoir. Voilà. Donc ça, c'est ce que disent tous ces gens-là. Ils disent qu'il faut un moratoire absolu sur la recherche en intelligence artificielle parce que c'est 100 fois plus dangereux que tout ce qui existe à la surface de la planète comme menace pour l'humanité. Mais on va dire, mais attendez, on a déjà vu ça, c'est Terminator, c'est Matrix. Et justement, les gens se désespèrent en disant, mais c'est parce que c'est de la science-fiction qu'on n'y croit pas. Mais en fait, pour eux, la menace est réelle. Et vous avez, j'ai découvert ça en faisant mon livre, un institut qui veut développer l'intelligence artificielle amicale pour l'être humain. Et des millions de dollars ont été donnés il y a quelques semaines par Elon Musk à cet institut. Et qu'est-ce que fait cet institut? C'est un pari aussi difficile qu'élever un être humain, en faisant en sorte que cet être humain, une fois qu'il a atteint l'âge adulte, toute sa vie, soit passionné par le bonheur des souris. C'est exactement ça. Ils veulent faire une intelligence artificielle qui soit passionnée par l'être humain et qui soit amicale envers l'être humain. C'est aussi difficile que d'élever un homme pour qu'il soit passionné par les souris. C'est peut-être possible, mais c'est très difficile. Donc effectivement, mais il y a un gros si. Si une intelligence artificielle est possible,
alors la menace est gigantesque. Il faut espérer qu'elle ne soit pas possible, et c'est une question qui est pragmatique. Elle sera ou ne sera pas possible, l'avenir nous le dira. Moi, dans Notre Excellence a un sens, mon livre précédent, qu'un certain nombre d'entre vous ont lu, eh bien, dans ce livre, je donne plein d'arguments pour expliquer pourquoi une intelligence artificielle n'est pas possible. Pourquoi l'être humain a quelque chose que la machine n'aura jamais. Mais je peux me tromper. Je ne suis pas la science infuse, je suis quelqu'un de, par définition, ouvert et tolérant, donc si je me trompe, eh bien, si je me trompe, c'est très grave, parce que dans ce cas, c'est les autres qui peuvent avoir raison et qui pensent que l'intelligence artificielle peut tous nous bouffer. Vous voyez, donc c'est une question ouverte, et c'est pour ça que j'ai mis, rappelez-vous ce que j'ai dit, surveillez les progrès de l'intelligence artificielle. Ça avait l'air de rien, c'était un tout petit truc là, j'avais mis, voilà, les choses à surveiller, les progrès de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que je l'ai mis dans ce transparent. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de Laurent Alexandre qui prétend que l'immortalité, c'est pas si compliqué que ça, et qui bien sûr pense qu'il est lui-même le premier homme immortel? Je rappelle pour ceux qui grand chirurgien, urologue, chef d'entreprise, enfin il a et fondateur de Doctissimo, oui, absolument. Et qui déclare d'ailleurs à la radio pour le sourire, il lisait Le Monde à 3 ans, donc sans doute c'est pas un homme comme nous. Qu'est-ce que vous pensez de ça à un moment où, en même temps, en parallèle, vous parliez des recherches en open source, c'est-à-dire que en quelques semaines, on a décrypté la structure du sida, du virus du sida, simplement parce qu'on a mis en contribution l'intelligence peut-être du monde entier, des chercheurs du monde entier. Est-ce que l'immortalité pourrait être effectivement une réalité? Quel est votre sentiment là-dessus? Alors, ce problème de recherche est lié à la notion de transhumanisme, justement, c'est l'autre facette de la recherche en intelligence artificielle. C'est-à-dire, d'un côté, il y a ceux qui disent, en gros, on va être remplacé par les robots, mais c'est super, parce que nous allons fusionner avec les robots. En gros, on va trouver un moyen de mettre notre conscience dans un robot et de vivre éternellement. Ça, c'est Ray Kurzweil, la notion de singularité, et c'est tous ces gens qui travaillent justement en intelligence artificielle, au contraire, en prenant le risque qu'elle soit anti-humaine, parce que c'est pas grave, on va disparaître, mais on va fusionner avec les robots, on deviendra nous-mêmes des robots. Donc ça, c'est la première école. L'autre école, celle de Laurent Alexandre, c'est effectivement en améliorant, c'est le fameux Bienvenue à Gattaca, dont j'ai brièvement montré l'image tout à l'heure, en améliorant l'être humain, on va créer les êtres humains améliorés. Et ces êtres humains améliorés, alors là, je ne pense pas qu'on peut dire qu'on va vaincre la mort, parce qu'il y a quand même des limites, mais pourquoi pas, en tout cas, au moins vivre 1000 ans. Ce que dit Laurent Alexandre, c'est pas qu'il est immortel, à ma connaissance, c'est que les gens qui vont vivre 1000 ans sont déjà nés sur Terre. Pourquoi? Parce qu'il dit que les gens qui naissent aujourd'hui ont un potentiel pour vivre 100 ans, donc il pense qu'en 2115, on aura déjà tellement avancé qu'on aura résolu les problèmes qui permettent à l'humanité de vivre 1000 ans, et que donc les gens qui vont vivre 1000 ans sont déjà nés. Ça, c'est ce que dit Laurent Alexandre. Et quand vous regardez Bienvenue à Gattaca, là aussi, c'est des questions d'éthique très intéressantes. Dans ce veille, la science-fiction. Et il faut regarder la science-fiction. Il y a le film Her aussi, Elle, en français. Her, c'est l'homme qui tombe amoureux de son téléphone portable. Ça se passe vers 2025 et c'est assez crédible. Vous verrez pourquoi. Parce que le téléphone portable est tellement bien programmé pour lui être comme une femme amoureuse qu'effectivement, il préfère son téléphone portable à une vraie femme. C'est un film intéressant à regarder. Bon. Mais Gattaca, c'est quoi? Il y a des êtres humains améliorés et des êtres humains non améliorés. Et les postes de décision dans le monde de demain sont réservés aux êtres humains améliorés. Et ça décrit la lutte d'un être humain non amélioré pour avoir, en se faisant passer pour un être humain amélioré, donc il doit tricher en permanence avec les cheveux d'un autre, le sang d'un autre, enfin tout ça, pour essayer d'obtenir un poste qu'il convoite, qui est réservé aux êtres humains améliorés. Et alors ça, ce genre de choses, c'est relativement crédible, mais pour l'instant de façon limitée. Pourquoi? Ça, c'est une autre théorie que j'ai développée dans Notre Excellence à un sens, parce que je pense que, je le dis encore un peu dans le chapitre 4 de ce livre-là, mais je renvoie à Notre Excellence à un sens pour les autres, mais dans le chapitre 4, ici j'en parle, dans les clés du futur, c'est le problème qu'en fait on n'a pas une bonne compréhension de ce qu'est la vie. J'explique dans ce chapitre 4 ici, que si on avait une bonne compréhension de ce qu'est la vie, on pourrait par exemple tuer des cellules cancéreuses en envoyant un petit truc qui poum 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 tuerait toutes les cellules cancéreuses. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Quand on fait le bombardement, comme à la Deuxième Guerre mondiale, on voulait détruire un pont, on voulait détruire une usine d'armement, on arrivait avec 10 000 bombes et on rasait 200 000 personnes. Bon. Aujourd'hui, on envoie un missile, ça tue 20 personnes, il y a quand même un certain progrès. Aujourd'hui, on n'a pas une compréhension de comment la vie fonctionne. On vous le dit, mais c'est pas vrai. Si on avait une compréhension de comment la vie fonctionne, on pourrait par exemple faire des êtres vivants qui se nourriraient de lumière du soleil. Ça fait 600 millions d'années qu'il y a des êtres vivants qui se nourrissent de chlorophylle, mais ce sont des plantes.
Aucun animal, aujourd'hui, ne peut se nourrir de lumière du soleil. Donc si on savait réellement ce qu'est la vie et la manipuler, on ferait un chat qui vivrait uniquement de lumière du soleil avec des cellules photosynthétiques. On a des millions, enfin pas des millions d'années, parce que enfin, on a des centaines d'années de faire ça. On n'a pas la moindre idée de même comment commencer. Si on savait ce que c'est la vie, on pourrait faire des êtres vivants qui n'existent pas. C'est-à-dire, par exemple, des êtres vivants qui se nourrissent de rayons X. Aucun être vivant sur Terre se nourrit de rayons X. Les plantes se nourrissent de lumière solaire. Les êtres vivants bougeants, les animaux ne se nourrissent pas de lumière solaire. Mais aucun être se nourrit de rayons X. Donc tout ça, vous voyez, ça prend un certain temps. Ça prendra encore beaucoup de temps, à mon avis, pour que ceci devienne réalité. Par rapport à cela, maintenant, vous m'avez demandé l'échéance de tout ça. Il y a Ray Kurzweil en face de moi, auquel évidemment je ne suis pas un fan de Kurzweil, mais encore une fois, je peux me tromper. Ray Kurzweil, c'est le gars qui a écrit La singularité est proche, non traduit en français, mais qui a créé une université de la singularité à 70 000 $ la promotion, où on va étudier toutes ces nouvelles technologies. Et Kurzweil dit la singularité, c'est le moment où arrivera cette fameuse intelligence artificielle et qui sera l'équivalent d'un être humain. Et dans ce cas-là, le jour où l'équivalent d'un être humain sera disponible sur Internet pour quelques dollars, toutes nos valeurs, toutes nos religions, toutes nos structures sociales, tout ce que représente l'humanité sera aspiré par un trou noir soudain béant, et on appelle un trou noir une singularité. Voilà pourquoi il appelle ce mouvement la singularité. Et Kurzweil nous dit c'est dans 20 à 30 ans. Et comme Kurzweil lui-même a 70 ans, je sais qu'il prend 200 pilules par jour, il a un régime diététicien prototype spécial, parce qu'il dit c'est quand même trop con si je rate l'immortalité pour 5 ans. Donc vraiment ce serait con de mourir 5 ans avant qu'on ait l'immortalité. Donc il prend comme un fou 200 pilules par jour pour espérer vivre 100 ans, parce qu'il dit de toute façon c'est au maximum dans 30 ans qu'on aura la singularité. Petit problème pour les gens qui ont une vision opposée à la sienne, il vient être embauché par Google comme directeur du développement avec un budget illimité. Ray Kurzweil. Et oui, ça veut dire que Google investit dans le transhumanisme, et c'est pas tout à fait un hasard. Larry Page est tout à fait dans cette vision-là également. C'est pour ça que Google prévoit déjà le moment où vous allez penser et où Google vous donnera la réponse par un implant que vous aurez dans l'oreille. Vous n'aurez plus besoin d'ordinateur, vous n'aurez plus besoin de taper, vous voyez. J'aurais voulu avoir votre avis sur la prochaine crise financière. Ah, c'est une bonne question. Mais vous savez, je réponds, contrairement à quelqu'un que j'admire beaucoup et qui a préfacé mon livre, comme Jacques Attali, qui vous dit, voilà, le raisonnement d'Attali dans son livre, vous savez, Une brève histoire de l'avenir, est très intéressant. D'ailleurs, il dit, où on va avoir l'hyper-empire, c'est ce que vous avez mentionné quand vous avez parlé de GAFA, là, Google, Amazon, Facebook, etc., plus puissant que les États, donc ce sera l'hyper-empire. Après, il y aura l'hyper-révolte contre l'hyper-empire, ça va faire l'hyper-guerre, et ça va être tellement terrible qu'après, vous aurez l'hyper-démocratie. Bon, alors il vous échelonne entre 2030 et 2080, il donne tout ça, bon, c'est génial. Mais moi, je suis ou plus modeste ou plus prudent, et donc moi, je donne des tendances générales. Je dis, effectivement, il y a un très très grand risque de crise financière parce qu'on n'a pas résolu. Alors, il y a 4 chapitres dans mon livre consacrés à la crise financière, je vous y renvoie parce que j'ai beaucoup travaillé sur ces chapitres-là. J'ai beaucoup travaillé sur les racines de la crise et pour montrer justement que ces problèmes n'étaient pas résolus. En fait, la prochaine crise, ce sera au moment où il y a un acteur du système n'aura plus intérêt à ce que le système dure. Aujourd'hui, on sait déjà que les principaux États sont en faillite, mais tout le monde a intérêt à ce que le dollar existe parce que les Chinois ont 2000 milliards de dollars en bons du trésor américain, les émirs du Golfe ont placé plein d'argent aux États-Unis et ils ont besoin, ils vendent leur pétrole en dollars et ainsi de suite. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que le système tient. Vous voyez, quand un jour un acteur dira et puis merde et va ruer dans le système s'effondrera probablement très très vite. Maintenant, ça peut durer très très longtemps. Donc les gens qui annoncent l'effondrement du truc pour dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans et qui disaient il faut acheter de l'or, ils ont perdu leur culotte parce que l'or a beaucoup baissé et que j'ai des tas d'amis qui sont catastrophistes entre guillemets. Ils ont de bonnes raisons d'être catastrophistes, mais en fait personne. Oui, c'est ça. Je vais terminer par ça. Le monde de demain, c'est l'histoire de la bifurcation. Vous pouvez prédire un certain nombre de grandes tendances, mais vous pouvez pas, ou de Jurassic Park. Jurassic Park, c'est vraiment notre modèle. Vous pouvez pas prédire quand le parc va s'effondrer. Vous pouvez pas prédire comment il va s'effondrer. Donc je peux pas vous dire quand sera la prochaine crise financière, ni même qu'est-ce qui va amener la prochaine crise financière. Mais je peux vous dire qu'effectivement, oui, il y aura une crise financière qui sera extrêmement dure parce que les problèmes fondamentaux n'ont pas été résolus. Vous voyez, mais c'est le problème du timing. Ça peut prendre 30 ans comme ça peut être dans 2 ans, vous voyez. Donc je ne peux pas répondre sur le timing, mais je peux dire qu'il faut effectivement avoir plusieurs stratégies, avoir plusieurs fers à son feu et qu'il faut penser à plusieurs stratégies d'investissement. Il y en a beaucoup, lisez Le Signe Noir de Nassim Taleb, il vous donnera des stratégies d'investissement en monde complexe. Il y a d'autres stratégies possibles, enfin il y a des solutions, mais effectivement il faut s'y préparer. Voilà.